Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie. La première chose qui m'a fait me décider sur l'envie de quitter Google, c'était de me dire que j'allais pas me préoccuper de ce que les gens pensaient de moi. Les ringards avec qui j'ai commencé tout début, donc Nicolas Simoes, le petit français qui est venu ici, je crois, et Romain Costa, et bien c'était quand même une superbe aventure où on était vraiment aux prémices, un peu tous dans la même situation. Certains continuent à bosser à côté, etc. Mais c'était chambé, cette effervescence de tout créer, d'aller démarcher des clients, expliquer, éduquer et savoir se vendre en tant que produit. Enfin, c'était les débuts et c'était vraiment une belle team qu'on avait. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Simacourbe, ex-Googler, entrepreneur et créateur de contenu. Raphaël revient sur son parcours, sur le collectif Les Ringards et comment il a créé sa marque de vêtements Insima. On parlera aussi de chirurgie esthétique et de TikTok. Salut Raphaël, comment vas-tu ? Salut Cyril, ça va et toi ? Super. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes pour ceux qui ne te connaisseraient pas ? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors Raphaël Simacourbe, j'ai 32 ans. Je suis parisien, je vis dans le 10e arrondissement et je suis influenceur, mais je préfère me présenter comme entrepreneur, connu par la plupart en tant qu'influenceur, mais entrepreneur puisque j'ai différentes cordes à mon arc dont on va parler aujourd'hui et je suis un peu dans l'immobilier, je fais aussi un peu de la strat de contenu pour des clients et j'ai une marque de prêt-à-porter pour hommes qui s'appelle Insima. Super. Ancien Google, on est d'accord, il y a très longtemps pour toi. Tu te souviens bien. Voilà. Ancien Googler, on dit même. Googler, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de basculer finalement d'une start-up hyper successful à influenceur 100%? Écoute, qu'est-ce qui a motivé l'envie de sortir du cadre, je te dirais. D'ailleurs, c'était le slogan de mon école de commerce. J'ai fait de l'ESC Toulouse, à titre d'information, après 2 ans de prépa. Et le slogan, c'était sortir du cadre. Donc, tu vois, je boucle la boucle. Et du coup, oui, c'est parce que, tout simplement, mon rêve, en sortant de l'école, c'était de bosser pour Google. Je l'ai fait et je me suis vite aperçu que ce monde cadré, hiérarchisé, que je ne pensais pas trouver chez Google, n'était pas fait pour moi. Donc globalement, j'ai fait 2 ans là-bas. Je me sentais pas épanoui, heureux et je me suis vite posé la question, mais est-ce que tu as envie de passer les 35 prochaines années à faire ce genre de choses ou est-ce que tu as envie un peu de trouver une idée business et être indépendant, etc., etc. Et quand j'ai eu cette opportunité, à travers mes différentes rencontres, différents stages, parce qu'en fait, j'en suis ici grâce à cela, eh bien, une fois que j'ai eu l'opportunité, que j'avais commencé à être un peu sur les réseaux, je me suis dit, pourquoi pas tenter sa chance. J'étais vraiment dans l'inconnu total. J'ai mis très longtemps à prendre cette décision, parce que partir d'une boîte comme Google à 26 ans à l'époque, eh bien, c'est compliqué comme décision. Compliqué à le justifier auprès de papa, maman, qui ont subvenu à mes besoins, financé mon école de commerce, etc. Et difficile puisque, il y a 6 ans, l'influence n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Ce n'était pas regardé de la même façon. C'était presque incompris. Et du coup, aussi, la première question que je me posais, qu'on me posait dans ma famille, c'était est-ce que tu vas pouvoir réussir à en vivre ? Ouais, c'est une première question, parce que là, tu étais quand même dans une super boîte, même si le process te convenait pas, etc. Mais tu avais une garantie d'emploi, un salaire, ce qui est jeune diplômé,
évidemment ce qu'on recherche en premier. Complètement. Donc se mettre en risque quelque part, c'est pour la famille, c'est pas très rassurant. Totalement. Et effectivement, on a un peu dans cette culture, enfin en tout cas dans mon éducation, cette recherche de la sécurité, voilà, on a son emploi, on pourra faire son emprunt, si on a des enfants, ils seront en sécurité, bla bla bla. Et je sais pas, ça m'angoissait moi, étonnamment, parce que dans ma jeunesse, j'ai toujours été assez réglé, cadré. C'est marrant, je fais souvent le parallélisme avec mon frère, qui était beaucoup plus agité, beaucoup plus difficile à contenir, et que j'aurais imaginé plus dans le côté entrepreneurial et justement à sortir du cadre. Et bah tu vois, l'inverse s'est produit. Aujourd'hui, il a 34 ans, il est chez JC2Co depuis 10 ans. Et moi, j'en ai 32, du coup, 2 ans de moins, et je suis indépendant depuis 6 ans. Donc, drôle de choses, mais voilà, au-delà de la sécurité, pour te répondre, et au-delà de tout ça, c'était vraiment l'envie de voir ailleurs, tôt, ce qu'être indépendant allait pouvoir représenter, allait pouvoir être, et me donner cette chance-là, tant qu'il était encore temps. Ouais, ok. En même temps, t'es revenu quand même à un truc entrepreneurial, puisque t'as créé ta marque de vêtements qui s'appelle Insima. Ouais. Donc finalement, ton côté créatif, ouverture, finalement, c'est peut-être ce qui t'a motivé de sortir de Google, parce que peut-être trop normé. Ouais. Tu l'as repris avec cette aventure entrepreneuriale, une de tes premières, en tout cas, de création d'une marque de mode. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet exercice aussi dans ta tête et comment t'es arrivé à formuler ce projet, ouais, et comment ça marche aujourd'hui finalement? D'accord. Eh bien, effectivement, la raison principale, et quand j'ai quitté Google, quand j'ai posé ma démission, je me suis dit, écoute, lance-toi dans cette aventure, vois ce qu'il en est. Et un de mes dictons que je plique encore aujourd'hui, c'est Let's go with the flow. Donc, va où le vent te mène, et sans trop te prendre la tête. Et c'est ce que j'ai fait, mais je me suis dit une seule chose, tu ne feras pas ça toute ta vie. Il faudra un plus à côté, il faudra une idée de business, quelque chose de pérenne, réfléchir à quelque chose qui va pouvoir un peu te stimuler plus que le métier de créateur de contenu, influenceur, parce qu'en fait, il était nouveau pour moi, il était inconnu pour d'autres aussi, et moi, j'ai pas été formé pour ça. Donc voilà, c'était assez compliqué de réaliser vraiment ce qu'allait être mon quotidien après. On en parlera un peu plus tard, mais du coup, à travers ce métier d'influenceur, la chose que je valorise le plus, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à ça. Et à travers ces rencontres, j'ai rencontré mes associés, qui s'avèrent être un ancien collègue de Google, Olivier Receptor et Sarah Piekarski, qui sont mes 2 associés sur cette marque, qui sont venus me voir pour me parler d'un projet. Ils avaient envie en fait d'accompagner des influenceurs, des talents dans la création de marques, quelles qu'elles soient, prêt-à-porter, bijoux, lunettes, ce que la personnalité souhaiterait, parce qu'ils avaient cette expertise-là. Et on s'est vite aperçu et en fait, moi, au même moment, je voulais créer quelque chose, créer ma marque. On s'est aperçu qu'il y avait une belle connivence entre nous. Et du coup, on s'est dit, bah, finalement, peut-être qu'on veut faire ça, mais peut-être que le premier test, c'est avec toi qu'on devrait le faire. Et du coup, ça, au niveau des timings, c'était parfait. On s'est lancé. C'était top puisque on a profité du coup de l'expertise Google de mon associé pour tout ce qui est SEO, référencement, etc., campagne, pour tout le setup à ce niveau-là. L'autre associée, Sarah, qui est experte en production, elle moi j'avais qu'une idée en fait au niveau des tissus, du type de vêtements que je voulais créer, chemise, cuir, bombers, etc. Mais je ne savais pas où aller, comment faire, où trouver une belle main, etc., etc. Et elle, en fait, depuis 15 ans, est là-dedans et elle m'a vachement aidé. Et moi, du coup, j'ai pu apporter tout le côté influence, le côté aussi contact, parce que 2 semaines après avoir lancé, alors tout d'abord, nous avons fait le lancement à La Garçonnière, qui était un de mes clients à titre perso, qui nous a gentiment prêté les lieux, où on a été revendu ensuite. Je fais un voyage avec une personne travaillant en BHV et on sympathise, je lui en parle, elle me dit mais attends, ça je
pendant que j'y pense, j'ai un pop-up à l'entrée du BHV en plein Marais qui se libère le 15 novembre. Est-ce que ça te dirait potentiellement un? Bah oui, avec grand plaisir. Le 15 novembre, on était installé avec affiche Insima juste avant les fêtes de Noël. Donc fou. Et ça, toutes ces choses-là, encore une fois, voilà, c'est ces rencontres-là qui m'ont permis d'assurer ce rêve dont tout entrepreneur rêve, de pouvoir lancer une marque et avoir cette aura, cette visibilité qu'on cherche constamment. Et en plus de ça, à moindre frais, puisque on a réussi à s'arranger. Enfin, c'était top. Et du coup, tout ça pour dire quoi? Ça fait 3 ans qu'on a lancé la marque. Nous avons subi le Covid. Ça a cartonné la première année. On a fait une très belle première année. On est hyper content. Le Covid est arrivé. On a décidé de se mettre on pause. Puisque c'est un métier très compliqué de prêt-à-porter, sur la gestion des stocks, mais aussi la production, parce qu'il faut prévoir en amont. Un an avant, quoi. Ouais. Voire plus. Ouais. On est par rapport à des Sandro, Coppel, etc., qui pensent déjà aujourd'hui à l'été 2023, etc. C'est dur de se mettre un peu dans le game. Bah ouais. Donc, on s'est posé. Aujourd'hui, on sort du Covid. On se repenche dessus, donc on a remis un DA dessus et on a rencontré d'autres métiers de fabrication, des personnes spécialisées dans les tissus, etc. Mais figure-toi que en ce moment l'actualité nous rattrape. La guerre en Ukraine nous pose problème puisque beaucoup de marques produisées en Ukraine se sont reportées sur les pays où nous produisions, Portugal, Italie, Pologne, etc. Et du coup, les coûts ont explosé. L'outil de production est saturé. Et donc, nous sommes un peu bloqués par ça. Donc, voilà. L'envie est toujours là. On est toujours motivé, etc. Maintenant, voilà, avec le temps, j'espère que cela pourra rejaillir très prochainement. Ok, donc en même temps, tu as réagi par rencontre. Tout ton chemin s'est fait par des rencontres, sans forcément avoir un plan en tête et des grandes idées quand même, mais en même temps, t'attendais les bonnes personnes pour le faire. Ouais. Ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Et aujourd'hui, tu te sens entrepreneur, créateur de contenu, ou les deux sont mélangés, ou t'as vraiment pris une décision d'être un peu plus entrepreneur que créateur de contenu? Maintenant que t'as touché les deux finalement, ouais. Qu'est-ce qui te... Je préfère me qualifier. En fait, depuis le day one où j'ai posé ma DEM, j'ai toujours... en fait, je le dis, je l'explique toujours ça. C'est vrai que il y a 6 ans, comme je le disais en introduction, le regard n'était pas le même. Donc c'est vrai que quand je me présentais, et d'autant plus dans notre société en France, culturellement, on rencontre quelqu'un, on se présente comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah oui. Et là, boum, on pose la personne. Donc en gros, à l'époque, c'était salut, moi c'est Raph, je travaille chez Google. Ah ouais, waouh, trop bien. Mais moi je me rappelle d'une OP en 2016 qu'on a fait. Ouais. C'était au Grand Prix de Diane pour Longines. Ah oui, exact. Ouais. Je crois que tu venais de débarquer à Paris où t'étais tout neuf, quoi. T'étais tout neuf. Et pareil, tu me disais ex-Googler et... Ouais, et voilà. Tout de suite, ça envoie, parce que, Google, voilà. C'était différent pour nous dans le panorama des influenceurs. En général, soit ils y sortaient de l'école, soit ils avaient fait plein d'autres choses avant, mais Googler, c'était déjà c'était pas mal, quoi. Complètement, ouais. C'était différent et c'est vrai que c'était du coup, je me présentais comme ça socialement en soirée ou ailleurs et tout de suite, voilà, on avait un peu une estime de moi qui était un peu plus haute que la moyenne, je dirais. Et après, quand je suis passé à salut, moi c'est Raphaël, tu fais quoi dans la vie? Je suis influenceur. Ah, merde. Mais vraiment, hein, c'est vraiment le ah. Et du coup, ça a été marrant, mais bon, la première chose qui m'a fait me décider sur l'envie de quitter Google, c'était de me dire que j'allais pas me préoccuper de ce que les gens pensaient de moi. Donc en fait, voilà. J'ai fait mon deuil là-dessus et ça m'atteignait. Je vais pas faire le mec, mais j'essayais de prendre de la distance par rapport à ça. Mais du coup, pour te répondre, Cyril, je me vois plus comme entrepreneur aujourd'hui et je me suis toujours défini comme tel parce que voilà, à cause de ce léger souci d'assumance du mot influenceur. Mais en vrai, dans les faits, étant donné que voilà, j'ai différentes cordes à mon arc, je pense que ça fait sens. Et aujourd'hui, finalement, l'influence ne représente pas un temps énorme, un pourcentage énorme de mon temps. Je dirais 20% dans la semaine, tu vois. Je pense être toujours un créateur de contenu.
mais je n'en fais pas mon daily. Ouais. Aujourd'hui, c'est toi qui fais tes photos essentiellement. Ouais, je fais tout. T'aimes bien la photo quand même. Ouais, moi j'adore la photo pour le coup, et je me suis pris de passion. Et en fait, ce qui était bien, tu vois, chez Google, et bien, c'est qu'on avait 20% de notre temps pour le dédier à un projet. Et on avait aussi pas mal de shadowing. Donc en gros, tu pouvais shadower un employé, un salarié, un collègue. Bon, fallait que ce soit lié un peu au job, mais j'ai toujours trouvé ça très cool parce que on se demande tous un peu ce que ton pote ou ton collègue fait de son quotidien. Et c'était sympa un peu de découvrir ça. Et parmi les mecs que j'ai shadowés, eh bien, j'ai trouvé un photographe. Et en fait, lui donnait des formations au sein de Google, de photos, de post-prod, de vidéos. Et c'est là, en fait, où j'ai tout appris. Et du coup, ça a été top parce que je pense qu'on a tous un peu l'envie de savoir prendre des photos. Moi, je vois mes potes, attends, ouais, mais j'aimerais bien avoir ce flou, nan. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré cette personne qui m'a un peu, qui a rendu un peu trivial ce langage de la photo où à chaque fois on te dit oui, le diaphragme, le truc, nan, on emploie les mots un peu compliqués. Ouais, tu comprends rien, enfin. Tu comprends pas grand chose. Et au final, c'est pas si compliqué que ça. Donc une fois qu'on te rend la chose un peu plus simple, effectivement, tu te dis c'est atteignable par tous et du coup pourquoi pas moi, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, parmi ta vie d'influenceur, alors je sais que c'est un gros mot, on va pas l'utiliser, mais on va le résumer là-dedans. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que c'est les rencontres, les voyages, les expériences que tu aurais jamais pu faire ou que tu pensais jamais pouvoir faire? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce parcours? Alors ça peut être plusieurs choses, hein, mais bah franchement tout ce que tu viens de dire, parce que les rencontres en fait c'est le point clé pour moi, parce que ça m'a permis de prendre toutes les décisions et faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, que ce soit on n'a pas encore abordé mais dans l'immobilier, pour la marque, je devais ouvrir aussi un restaurant avant le Covid. Enfin tous ces projets là sont venus à moi grâce à ce métier d'influenceur. Donc des rencontres parmi ton métier d'influenceur, que ce soit des marques, des collègues ou même des influenceurs, j'imagine. Exactement. Et après, bon, en termes de vécu, je me rappelle la première année où j'ai quitté Google, j'étais on the go non-stop. C'est-à-dire que j'ai dû passer, je sais pas, un mois chez moi à tout casser, et sinon j'étais constamment en voyage. Et je pense que le voyage, cette évasion que tout le monde cherche quand on est salarié, qu'on est un peu la routine, c'est un peu tout ce que, enfin, 90% des gens recherchent, adorent. Et du coup, pouvoir faire ça sur une base journalière et toutes les semaines, c'était exceptionnel, parce que je suis allé dans des endroits que je n'aurais même pas pu me payer, dont je rêvais, qui étaient dans ma bucket list, et que j'ai fait à 26 ans, donc hyper jeune. En plus de ça, dans des très belles conditions. Donc, ouais, c'est absolument. Tu crois que ça t'a accéléré dans ton processus d'entrepreneur? Typiquement, ça t'a accéléré la réflexion, la vision des choses. De voyager, de ce métier. Voyager, les collabs, les marques que t'as rencontrées. Ouais, complètement, parce que en fait, ça m'a donné accès. De fait, puisque quand t'es salarié, bon, en tout cas, moi, je prends mon exemple. Tu voyages pas. Tu quoi, pardon? Tu voyages pas. Tu voyages moins, mais je veux dire, ton quotidien, il est aujourd'hui, bon, un peu moins avec le Covid, mais derrière ton ordi, t'es commercial, tu fais tes calls, mais tu fais tes petites rencontres, t'es en marketing, t'es beaucoup sur ton marketing produit, à faire tes BP, à faire tes analyses de vente, Donc, en fait, tu rencontres peu de nouvelles personnes. Tu vois tes potes, et après, plus tu vieillis, plus t'as ton cercle de potes, l'ouverture est plus compliquée. Et là, du coup, oui, à travers mes voyages, à travers mes rencontres, à travers mes événements, j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont donné des bons tips. Tu vois, rien que pour m'organiser d'un point de vue, création d'entreprise. Moi, c'était vraiment le désert, quoi. J'ai personne d'entrepreneur dans ma famille. Tout le monde a suivi une carrière classique, etc. Donc, quand j'ai quitté Google, j'avais tellement de questions, j'étais tellement pas rassuré. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais faire des erreurs? Mince, mais comment je déclare ça? Et, enfin bon, là, je rencontre un comptable qui me prend tant. Quel est le benchmark? Est-ce que c'est le bon prix? Tu sais pas. Pardon. Voilà, tu sais pas. Et du coup, effectivement, tu es un peu perdu. Et je l'ai été. Donc, franchement, en ayant eu les bons contacts, j'ai pas eu que des bons contacts. Il y en a eu des mauvais aussi. Mais bon, ça, ces choses-là se sentent généralement.
eh bien, ça m'a permis de prendre des bonnes décisions. Ouais. Aujourd'hui, donc, tu as parlé d'Intima. Ouais. Quels sont tes autres projets entrepreneurs? Tu nous as expliqué un peu l'immobilier. Ouais. C'est un vrai projet ou comment tu... Ça fait du coup 2 ans que je me suis mis dessus. Pourquoi? Parce que le Covid est arrivé encore une fois. On en Merci parle le Covid. Voilà, mais au final, tu vois, un mal pour un bien. Et c'est vrai, bah, tu vois, une personne que j'avais rencontrée m'avait dit, si tu veux réussir, Raphaël, il faut que tu dépenses ton argent. Et c'est vrai que quand on débute dans la vie, on commence à gagner un peu d'argent, on pour les jobs, et là, tu prends ton petit variable quand t'es commercial, ton premier dividende, si t'as des actions, etc. Et c'est vrai que je pense que la plupart, on a tendance à amasser. Et on voit le compte grossir, on est fier et ça rassure. Et ça rassure. Et du coup, c'est dur de dépenser. Et cette personne qui m'a dit ça, je me rappelle, on était dans un avion, on était assis à côté, et bah, ça a fait un petit déclic. Et je me suis dit, bah, tout cet argent, en fait, c'est vrai que c'est un chiffre finalement. Enfin, tout cet argent, j'avais pas des millions non plus. Hein. Non, mais tout est caché, c'était virtuel. Mais j'avais gagné ma vie comme tout le monde et j'en faisais rien. Et ce déclic m'a permis de me dire, allez, on se met un petit coup par derrière et on va l'investir dans différents projets. Donc, par exemple, j'ai une passion qui est l'horlogerie. Je me suis un peu intéressé plus amplement et aussi grâce à mes différents clients, contrats, j'ai pu aller dans des manufactures, apprendre un peu mieux le métier d'horloger et du coup, investir un peu là-dedans. Et du coup, pendant le Covid, l'immobilier, c'est la passion de tous. On veut tous investir, on veut tous être propriétaire, on veut tous acheter, mais on ne sait pas, on a peur. Mais si je suis endetté, comment je fais? Si demain je quitte le job, comment je fais? Et voilà, j'ai décidé de pas écouter toutes ces choses-là, encore une fois. Et il s'avère que mon propriétaire de mon appart que j'avais à Paris est l'un des cofondateurs d'un site qui fait de l'investissement locatif et qui donc conseille et accompagne les personnes. Et cette personne m'a conseillé, aidé, accompagné sur ce projet-là. Je lui ai dit, écoute, moi je t'aide, je te donne ce que j'ai à te donner, c'est-à-dire que je l'ai conseillé sur l'influence, sur la création de contenu, comment parler de ces sujets immobiliers sur les réseaux, comment l'aborder, pourquoi, etc. Et en échange, on fait un échange de bons procédés de connaissances. Lui m'a expliqué un peu comment on pouvait créer pas un parc immobilier, mais un ensemble immobilier. Et du coup, le Covid était parfait pour ça, puisque côté influence, j'étais pas du tout à plat. J'avais aucun projet, c'était compliqué. Voilà, pas besoin d'expliquer. Donc du coup, je suis allé un peu en all-in parce que j'avais pas de rentrée d'argent et j'ai décidé de tout investir. On le dit parfois, en cas de crise, c'est là où il faut. Bien sûr, mais t'as tout mis. Ouais. Donc c'est un risque. Un gros risque. J'y suis allé all-in, donc j'ai beaucoup investi. J'ai beaucoup cherché de biens dans différentes villes de France. J'ai même décidé d'acheter ma résidence principale à Paris, de faire les travaux, etc. pendant le Covid. Donc j'avoue que c'était un tout nouveau domaine et en plus de ça, la personne qui m'a accompagné m'avait dit, je me rappelle, Raphaël, t'es sûr de vouloir aller aussi vite? Ouais, parce que c'est pas normal. Ouais. Il fait parce que il s'agirait quand même de dormir sur tes deux oreilles. Puis je voudrais pas que tu viennes me faire la peau le lendemain, quoi. Ouais, clairement, ouais. Donc voilà, c'était, il y avait quand même des risques, j'en avais conscience et il m'avait averti. Mais comme dans tout domaine, tout investissement est risqué. Je pense que aujourd'hui, avec le recul, maintenant que je l'ai, il y a eu des petits soucis, mais qui sont gérables. En tout cas, une chose est sûre, et on le voit encore avec ces temps qui sont passés, l'immobilier reste quelque chose de sûr. La seule chose qu'on a tous payé, c'est notre loyer. Et du coup, voilà, je suis hyper content de ce volet que j'ai pu développer. Je suis monté en expertise sur ce domaine-là. Je le voulais, j'en rêvais, et maintenant j'en parle beaucoup autour de moi, mes amis, etc. pour les motiver, parce que voilà, c'est quelque chose qui est assez porteur et pérenne. Donc aujourd'hui, tu peux être un conseiller immobilier. Tu vas me conseiller alors, c'est bien. J'en parlais avec ma copine. Elle me dit, mais peut-être que toi, plus tard, tu vas te reconvertir dans l'immobilier. Je dis, pourquoi pas en soi, je suis ouvert et
je sais pas de quoi demain sera fait, je sais pas où je serai dans 4 ans, dans 2 ans, dans 1 an, mais c'est ça que j'aime dans la vie. Après, c'est plutôt encore ton côté entrepreneur. J'imagine que tu as pris ça pas comme un moyen de faire de l'argent, mais un moyen d'entreprendre. C'est-à-dire que c'est un milieu que tu connaissais pas. Ouais, exactement. Tu as été initié par ton propriétaire qui t'a ouvert les portes, un peu comme Insima, où tu connaissais pas finalement ce qu'était que la production textile ou la production en prêt-à-porter, et qui t'ont initié. Donc c'est finalement des initiateurs qui t'ont mis sur la route. T'as mis le doigt dessus. C'est exactement le but dans ma jeune vie d'entrepreneur. Et je pense que ça l'est pour chaque entrepreneur qui nous écoute. C'est cette envie d'apprendre. En fait, j'ai du mal à rester en place ou d'être que dans un domaine. Et du coup, c'est vrai que cette possibilité avec ce métier de pouvoir un peu s'ouvrir à différents milieux, différentes choses. Au final, mes études, c'est des études business. C'est vrai que quand tu me présentes tout ça, ça m'intéresse. Et en fait, c'est ça qui est excitant dans un projet, de pouvoir se dire, voilà, si ça fonctionne, voici le résultat. Et en fait, ce qui est génial, notamment dans ce domaine qu'est l'immobilier, c'est le projet. Quand on te le présente justement avec le prix, les travaux, le prix de notaire, combien on pourrait le louer par rapport à ce qui se loue dans la ville où tu investis. Et du coup, c'est absolument somptueux, puisque la réalité, c'est vraiment ça. C'est le chiffre annoncé, un an auparavant. Voilà. Tout fonctionne, les loyers sont exactement au prix annoncé, et du coup, c'est vrai que c'est fantastique. Donc finalement, tu es rentré sur un sujet en n'y connaissant pas grand-chose, en te faisant initier, en mesurant les risques et en voyant que c'était assez mathématique, finalement, juste avoir la mise de départ. Ouais. Et ensuite, tu as réalisé que les prévisions se réalisaient, et ce qui, du coup, t'a rassuré, j'imagine, en plus, pour en faire d'autres et pour avancer sur d'autres projets. Quoi. Parce que du coup, tu as gagné en autonomie, en confiance sur ces sujets-là. Ouais, mais en même temps, je trouve que tu as un gros avantage. Tu as aussi la capacité d'écoute et de te dire, je ne sais pas tout faire. Ah bah oui. Ce qui, à mon avis, est aussi des fois compliqué, même pour des entrepreneurs ou pour des influenceurs qui, des fois, ne veulent pas écouter. Ouais. Et ça, je pense que c'est tout à ton honneur, parce que c'est le vrai sujet, je trouve, de pouvoir évoluer dans un domaine ou dans plusieurs domaines en écoutant, faisant son analyse et après prendre ses décisions. Parce que l'idée, c'est pas d'écouter des gens tout le temps. T'as totalement raison, parce que ça aussi, j'ai réalisé à travers cette expérience entrepreneuriale que tu ne pouvais pas tout maîtriser. Et j'étais au début en mode allez, je vais me former à la vidéo, allez, je vais faire de la crypto, allez, je vais faire... Et je pensais que je pouvais tout faire, mais en fait, non. À un moment donné, il y a des expertises diverses et variées, des experts divers et variés qu'il faut solliciter. Il faut savoir solliciter les bons, oui, bien sûr, et pas les escrocs. Et ces personnes-là, une fois qu'elles sont bonnes, eh bien, elles peuvent t'accompagner dans tout. Après, il s'agit de comprendre la mécanique, et ça, c'est ça qui me plaît. Mais effectivement, j'adore m'entourer de gens qui vont pouvoir m'apprendre un nouveau job, un nouveau domaine d'expertise. Tu vois, par exemple, rien à voir, mais un de mes meilleurs potes, il est chirurgien esthétique. J'étais tellement passionné. Dr Beauty. Dr Beauty, bien sûr. Évidemment, le seul, unique. Bien sûr. Qu'on va peut-être recevoir un jour. J'aimerais beaucoup. Peut-être. Lui, pour le coup, je lui passerai le mot. C'est un génie. Enfin, je trouve ça extraordinaire ce qu'il fait. Complètement. Il est génial. Et tu vois, je voulais comprendre un peu son métier, etc. Et donc t'as opéré. Non, il m'a opéré, oui, il m'a opéré. Oui, mais pas toi. Oui, moi non, j'ai été opéré par lui. Malheureusement, j'ai eu un petit accident. Il m'a un peu sauvé la vie. Il a même sauvé la vie, j'exagère. Il a recousu mon frère aussi, ma mère. Enfin bref, il s'est occupé de toute la famille. Docteur de la famille. Docteur de la famille. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, je lui pose plein de questions sur son métier. Tiens, comment tu fais? Tu passes par où pour faire le nez, les oreilles et tout? Et comment tu fais? Et donc, tout ça pour dire que la curiosité, elle est hyper importante, tout en restant saine et tout en étant ouvert au fait que voilà, il y a des experts et ne pas hésiter à solliciter les experts et juste faire preuve de discernement pour voir le vrai du faux expert. Donc en fait, si je résume, c'est curiosité, écoute, entourage et ensuite l'action, quoi.
Voilà. Donc, t'as vraiment tes schémas qui se reproduisent, que ce soit dans la mode, dans l'immobilier, ou dans d'autres projets pour demain, après-demain, etc., qui vont peut-être arriver. Mais c'est ce vrai sujet-là qui t'anime, quoi. Exactement, ouais. Ah bah, parfait. J'aime beaucoup cet état d'esprit, cher ami. On va passer à une phase de questions-réponses. Allez. Je te donne des mots, tu me donnes des réponses. Assez rapides. Vas-y. Mode. Luxe. Google. Plaisir. Amour. Fanny. Entrepreneur. Vie. Très bien. Autre question, mais rien à voir, mais si quand même. Créateur de contenu, influenceur, t'as rencontré beaucoup d'influenceurs dans ta jeune carrière d'influenceur toi-même. Ouais. Allez, cite-moi les 2-3 mecs qui sont vraiment devenus tes super potes ou avec qui t'as les meilleurs souvenirs. Mec ou fille, hein. Ouais. Alors Valérie, qui est un mec avec qui on a beaucoup ri, on a bien matché dès le début parce que on a un peu le même profil et tout. Et après, je dirais les ringards avec qui j'ai commencé tout début. Donc Nicolas Simoes, le petit français qui est venu ici, je crois. Bien sûr. Et Romain Costa avec qui ils vont tous venir. Normalement. Ils vont tous venir ou ils sont tous venus, je pense. Et bien, c'était quand même une superbe aventure où on était vraiment aux prémices, un peu tous dans la même situation. Certains continuent à bosser à côté, etc. Mais c'était chambé, cette effervescence de tout créer, d'aller démarcher des clients, expliquer, éduquer et savoir se vendre en tant que produit. Enfin, c'est les débuts et c'était vraiment une belle team qu'on avait. Ouais, je rappelle pour les auditeurs, les ringards, c'était un collectif de 4 garçons, influenceurs, mode, architecte pour la partie Romain, modèle pour la partie Nico, Simoes. Chacun donc c'est un quatuor hyper hétérogène et en même temps différenciant par les personnalités de chacun. Et qui effectivement, déjà le nom était drôle, enfin je trouve que le nom était génial, et qui permettait de se dire tiens là je vais faire une collab avec un collectif. Donc pas un, pas deux, mais les 4, qui vont inventer un concept aussi pour les ringards qui va bien avec, et que personne ne ramène trop sa patte, mais qui est une patte globale, quoi. Qui était vachement intéressant et vachement drôle, hein. Moi je trouve pour les potes c'était super. Déjà pour les auditeurs encore une fois, c'est l'influence masculine est rare, on va dire, en France. De plus en plus, mais assez rare quand même pour la faire de façon qualitative et de façon très sérieuse. C'est-à-dire dans l'époque. Et encore plus à l'époque où c'était vraiment les tout débuts, quoi. Hein. Enfin, on parle de ça il y a 3-4 ans, ou un peu plus même. Donc ça, c'était le premier sujet, c'est que l'influence masculine est de plus en plus rare dans les réseaux. 2, d'avoir une association de mecs, alors là, unique pour le coup, parce que ça avait été jamais fait et ça a été une première d'avoir un collectif masculin. Et ensuite, de pouvoir continuer, et chacun continue sa route aujourd'hui, parce que le collectif n'existe plus, mais chacun continue dans son domaine, son expertise et à sa vitesse, je dirais. Complètement. Et pour avoir interrogé effectivement Nico, le petit français, ça a aussi changé sa vie, l'influence, etc. Et lui, il a un background très communication, mais ça lui a ouvert la joaillerie. Je crois que toi aussi, t'es très très féru de joaillerie, et souvent vous êtes ensemble dans les OP encore. Ouais, complètement. On continue à se revoir, et non, c'est cool de voir que chacun a bien su avancer dans son domaine. Romain a monté son cabinet d'architecte avec son mec. Nico, sa marque de joaillerie. Nico, le petit français, lui a quitté plus tardivement son job qui était il était en parallèle dans une agence Marcel, je crois. Et du coup là aujourd'hui il s'éclate. Enfin c'est canon. Et moi du coup nous en parlons en ce moment même. Mais c'est très cool. C'est très cool de voir qu'on a réussi à tenir et à perdurer, parce que je pense que c'est ça le plus dur aussi pour des créateurs de contenu, et d'autant plus pour nous qui sommes un peu, j'aime pas le mot, mais vieillissants, parce que là aujourd'hui on dit bonjour à tous les TikTokers, les trucs comme ça, et c'est vrai que c'est cool de pouvoir continuer à faire ça encore aujourd'hui, 6 ans après qu'on ait commencé. Ouais. Et parlant de TikTok, etc., aujourd'hui, est-ce que t'es principalement sur Instagram? Oui. Ça, c'est sûr. Est-ce que TikTok, c'est un sujet exploratoire pour toi? Oui. Tu vas, complètement. Tu marches bien dessus? Franchement, alors je marche bien, non, j'ai 3000 abonnés, mais, alors? Mais c'est un début. Mais j'ai pris le pli tard, et, en vrai, je regrette de ne pas avoir,
su surfer sur la vague Covid parce que beaucoup de talents ont émergé sur TikTok à ce moment-là, ouais, bien sûr. Complètement. Malheureusement, je crois que je suis pas assez drôle ou je sais pas assez de conneries à raconter. Ou t'es trop toi-même, c'est-à-dire qu'en fait, t'as tellement une ligne directrice artistique qui fait que TikTok c'est tout l'inverse, c'est la lâchade. Complètement. Et là, c'est et puis compliqué surtout, à lâcher, moi je joue un rôle un peu trop propre sur soi, distant sur Instagram. Je parle pas trop, etc. Et c'est vrai que bon, pas volontairement, mais c'est comme ça que je suis et je garde une distance avec ma vie privée, etc. Donc c'est vrai que sur TikTok, soit j'allais faire des transitions mode uniquement sans parler, soit voilà, j'allais faire un peu des trucs blagues ou les TikTok qui marchent du moment, etc., etc. Mais pour le coup, j'adore, je suis fan. Je suis pas du tout réac comme certains de mes amis qui trouvent ça nul, qu'on n'apprend rien. Je trouve ça absolument génial. C'est phénoménal. En fait, l'algorithme est génial. Parce que pour le coup, en fait, ce qui est aussi différent par rapport aux autres plateformes, c'est qu'on mesure pas finalement le nombre d'abonnés sur TikTok. On va mesurer le nombre de vues. Et des fois, il y en a qui ont 2000 abonnés et qui ont des millions de vues. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça, c'est un autre paradigme qu'on a pris l'habitude de prendre sur les réseaux, où on mesure l'influence ou la popularité en fonction des abonnés. C'est vrai. Mais finalement, le chiffre de vues vient en deuxième, troisième critère. Mais sur TikTok, on a le premier critère qui est la vue. Alors après, je sais pas si ça a changé, mais en tout cas à une époque, c'était 1 seconde égale 1 vue. Donc c'est vrai que c'est des fois dans le zapping que tu peux tomber, mais c'est pas grave en soi parce que c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir été au moins au contact de personnes pendant quelques secondes. Et de découvrir le truc là. Mais moi, je vois bien un Raph rigolo sur TikTok. Hein. Je pense qu'il faut faire un séminaire là-dessus. Mais non, mais mais après, il faut vouloir le faire. Alors, c'est ça. C'est un vrai sujet. C'est juste que c'est un autre métier et autre chose d'être marrant derrière son téléphone et être marrant dans la vraie vie. Oui. Et d'ailleurs, pour petite histoire, tu vois, j'en ai rencontré quelques-uns, des personnes très drôles sur TikTok et un peu timides en réalité. Donc tu vois, je pense que vous avez compris qui j'étais. Je suis quelqu'un de très drôle en vrai et pas drôle derrière mon écran. On va faire un duo alors. On va prendre un humoriste et toi. C'est ça. Pourquoi pas. Ouais. Et aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui soit veut débuter dans l'influence, soit devenir entrepreneur. Alors tu peux avoir les deux choix parce que tu as les deux casquettes. Pour débuter, si demain tu veux commencer dans l'influence. Juste donne-toi les possibilités pour, c'est-à-dire poste, réfléchis à comment créer un contenu un peu différenciant et qui n'existe pas ou autre. Mais dans tous les cas, je pense que si tu veux le devenir, que tu sois petit, gros, grand, maigre, avec des cheveux blancs, je ne sais quoi, enfin, tout le monde peut réussir, ça c'est un fait. Il faut juste avoir une belle histoire à raconter, une histoire qui va résonner. Tu vois, j'étais en concert avec une nana qui s'appelle Libellule, qui est sur TikTok et qui est féministe et qui parle de sexe décomplexé, sur la femme, sur les règles, etc., etc. Et c'est charmé parce que ça parle à plein de filles et c'est vrai que peu de personnes en parlent de tout ça et elle a 1,5 million d'abonnés et franchement, bravo à elle, c'est canon. Elle a émergé en quelques mois, tu vois là. Donc voilà, il faut juste croire en soi, ce qui te plaît, ce qui nous plaît, et en parler et voir si tout simplement ça parle à d'autres, mais ne pas hésiter, ne pas être timide. Pour le volet entrepreneur, ça c'est, je pense que le plus dur c'est ce dont on a déjà parlé, c'est avoir cette capacité à dire un peu merde à la sécurité, à sortir du cadre, etc. Et en fait, tout le monde peut l'être, tout le monde l'a en soi, ancré plus ou moins profond. Mais la question, c'est est-ce que tu es capable de, quel que soit ton âge, à 35 ans, marié avec des enfants, ou à 23 en sortant d'école, est-ce que tu es capable de te dire et de te lancer sans qu'il y ait des personnes au-dessus de toi qui te disent quoi faire et de prendre des gros risques. C'est ça. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est celui que je me suis appliqué pour moi, c'est vas-y et regarde. Dans tous les cas, ce que je dis souvent, c'est j'avais un diplôme d'une école de commerce, donc j'aurais pu retomber sur mes pattes. Et 6 mois, 1 an dans une vie, c'est rien. Et au moins,
je ne vivrai pas dans le regret de ne pas l'avoir fait. Très clair. Est-ce que tu as un livre mentor qui t'a ouvert la voie ou un livre de référence? Non. Non. Il ne sait pas lire. Non, je n'ai pas appris à lire. Non, je lis pas beaucoup. J'ai voulu essayer, j'y suis pas arrivé. Non, j'ai beaucoup lu en prépa mes livres très sympathiques sur Nietzsche, en philo, en histoire, mais sinon je lis pas beaucoup de livres sur le petit père des peuples. Si j'ai lu des trucs, les 4 accords Toltec, etc. Trucs un peu classiques en vente, en top vente sur Amazon. Mais plus grand désespoir de ma mère qui adore lire, maman. C'est pas un truc qui me fait kiffer lire. Du coup, je préfère voir que lire. Donc, je peux regarder des vidéos, des TED Talks, des podcasts. J'écoute ça pour le coup, de personnes qui sont inspirantes, qui ont réussi, et ou des rencontres en réel de personnes qui entreprennent dans différents milieux et divers et variés. Ça, je trouve ça génial. Bon, super. On n'est pas obligé de lire. Non plus, je suis pas un très grand lecteur. Je comprends ton problème. Est-ce que tu aurais une personne à me conseiller pour podcaster pour le prochain épisode? Mon pote Dr Beauty. Ouais, par exemple. C'est une bonne idée, parce que c'est un qui est devenu vraiment influenceur, on est d'accord. Qui est devenu influenceur. Il a fait chemin inverse. Ouais, complètement. Et je lui laisserai raconter son histoire, mais pour le coup, tu vois, on s'est rencontrés avant qu'il fasse tout ça, et je pense que justement, je l'ai un peu aidé parce que c'est dur en plus pour un médecin de prendre la parole comme ça sur les réseaux, parce que tu ne peux pas, un médecin ne peut pas faire de la pub ou autre. Donc comment tu vois rendre la chose sympathique et tout. C'est quelqu'un, il est très bon dans son métier, et du coup ça se reflète dans son Insta et son côté influenceur, parce que tout est mesuré, tout est c'est toujours bien pensé, bien amené, bien réfléchi. Tu vois, quand il fait des avant-après, c'est pas grossier comme certains où on voit des nez, des seins, des fesses sur certains Instagram. C'est toujours avec une image un peu rigolote où tu dois dans un carrousel, tu dois swiper, tu découvres le résultat. Enfin, franchement, tout est bien pensé. C'est quelqu'un qui est très brillant et qui mérite d'être entendu parce que il est très drôle et il a plein de choses à raconter. Génial. Merci beaucoup, Raphaël. Je t'en prie, Cyril. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Attias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.